Alors, je reprends les trois grandes objections assez rapidement. Sur le surfeur de Malibu. Alors d'ailleurs, j'aurais pas dû ouvrir la porte du surfeur de Malibu, mais non, je sais que ça va devenir un hashtag, surfeur de Malibu, pour les anti. D'abord, c'est pas qu'on lui permet de faire du surf, c'est qu'on lui permet de survivre, et il se trouve qu'il veut faire du surf. Et c'est une différence majeure. Et comme le dit cet universitaire anglais qui a mené l'étude en Inde, Guy Standing, il dit le travail et les coûts associés à la recherche d'identification du vrai pauvre posé à celui qui profite d'un système d'allocation est tellement grand, non mais je le cite, et tu ne pourras jamais différencier, comme tu dis, ceux qui sont en bas de l'échelle et le surfeur. Tu ne pourras jamais savoir qui est un vrai pauvre. Et déjà assigner à quelqu'un... viens faire des maraudes, tu les verras, le vrai pauvre. Mais justement, c'est ça qui m'inquiète, c'est que tu les verras. C'est-à-dire que ça forcément, soit tu introduiras des critères bureaucratiques pour différencier le vrai pauvre des autres, soit tu le laisseras à ta perception subjective. C'est d'ailleurs ce que tu as dit. Ces réfugiés qui m'émeuvent, ces situations que je connais. Mais c'est précisément là qu'on introduit un biais arbitraire pour le distributeur, si tu veux, de l'allocation. Et de toute manière, je pense que tu serais le premier et que tous les systèmes aujourd'hui contribuent à ne pas laisser mourir les gens de faim sans leur demander ce qu'ils font de cet argent. Bon, alors, deuxièmement, parce que, et sur, enfin, oui, tu soulignais donc avec d'ailleurs beaucoup de feu la différence entre liberté négative et liberté positive et tout ce qu'elle a impliqué pour les libéraux. Et là, effectivement, c'est ce que d'ailleurs j'avais un peu commencé à suggérer dans mon dernier essai, c'est que je pense que cette distinction entre liberté réelle, entre liberté positive et liberté négative repose sur une conception des droits naturels qui est liée à un certain essentialisme de la nature humaine, et que il faut substituer à cette distinction l'idée d'autonomie qui en effet inclut une part, mais pas la même que celle que veut la gauche, de liberté réelle. Mais bon, c'est encore un autre débat, mais finalement ces débats-là conduisent à des politiques publiques bien concrètes. Ensuite, sur le deuxième point, à savoir le redéploiement, enfin on va finalement perdre de l'argent qu'on aurait pu utiliser de manière plus efficace. D'abord, nous, on fait ça en effet à budget constant, c'est-à-dire que si vous remplacez d'un côté, ça se substitue pas à toutes les allocations. Par exemple, les allocations très spécifiques, comme les allocations handicapées, toutes listées, restent importantes. Mais si vous substituez ce LIBER au RSA, pour l'emploi, à la SSA, SPA, les allocations familiales, caution conjugale familiale, complément familial, PAGE, jours d'enseignement, etc., vous obtenez à peu près le niveau actuel de l'IRPP, c'est-à-dire 75 milliards d'euros. Ça, il faudrait chiffrer plus précisément. Dès qu'on rentre dans le détail, c'est très compliqué de savoir combien coûte le quotient familial, par exemple. La Cour des comptes fait des estimations à la louche. C'est le travail qu'il faudrait faire. Mais donc, c'est un budget constant. Et encore une fois, ça ne prend pas en compte ces extraordinaires économies de frais administratifs que vous faites, qui me font penser que vous aurez en fait beaucoup plus d'argent, au final, à redéployer dans des actions dont je nie pas pour le coup l'importance, de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire d'accompagnement des gens qui sortent de la pauvreté, il y a le financement d'associations, d'actions plus locales, et en effet, le LIBER est un instrument pour donner aux gens les moyens de sortir de la pauvreté, mais ce n'est pas en soi une recette miracle contre la grande pauvreté, et tous ces dispositifs d'accompagnement méritent d'être financés, mais eux plutôt, je pense, à un niveau local ou décentralisé en tout cas. Enfin, sur les détails, disons, plus techniques sur le LIBER. Alors, d'abord, je trouve un peu exagéré de me reprocher de rétablir la progressivité, alors que précisément, j'ai le rêve de tous les libéraux, c'est-à-dire une flat tax au premier euro, et l'un des avantages de mon système, c'est que tout le monde paye l'impôt, même s'il est déduit ensuite, c'est-à-dire que tout le monde sait s'il est créditeur ou débiteur de sa société, ce qui, je trouve, est très sain. Donc, et en effet, ça induit une légère progressivité dans la mesure où vous déduisez toujours la même somme d'un montant qui lui varie proportionnellement. Du coup, vous avez un élément de progressivité, mais qui est quand même beaucoup plus faible
que l'élément actuel à 45%. Et d'autre part, d'un point de vue purement tactique, je remarque que j'ai fait peut-être 150 débats sur le Libère, dans tous les formats possibles, avec tous les publics possibles, et qu'on ne m'a jamais agressé sur la flat tax. Alors que vous imaginez ce que ça aurait été si on avait sorti un rapport pour la flat tax. Le fait que ça fasse partie d'un système redistributif rend ce dispositif politiquement, c'est pas notre but, hein, mais je constate qu'il le rend politiquement aussi plus acceptable. Par ailleurs, il y en a déjà qui proposent d'introduire un niveau de progressivité avec une taxe à 23, une taxe à 27 à partir d'un certain montant. C'est un autre débat. En tout cas, ça ne change pas fondamentalement le mécanisme. Le mécanisme marche, y compris en introduisant une progressivité directe, quel que soit ce que j'en pense personnellement. Ensuite, donc, tu dis tous les revenus, y compris les revenus du capital. Alors, je remarque quand même que dans la modélisation actuelle, certes, on aligne les revenus du capital sur la taxation des revenus du capital sur ceux du travail, mais enfin, on les aligne plutôt à la baisse. Ce que fait le gouvernement actuel, c'est qu'il les aligne à la hausse. Ici, on les aligne à la baisse, parce que, grosso modo, si tu combines toutes les taxes qui existent aujourd'hui sur le capital, tu obtiens même plus de 23%. Et ces 23% ont l'avantage non seulement d'être relativement bas, mais également d'être extraordinairement prévisibles et de se substituer aux niches, au trafic actuel autour de l'impôt. Et ensuite, on peut effectivement argumenter qu'il faut sortir le capital. Mais ça suppose qu'il n'y ait pas d'autres impôts au-delà de la flat tax. Oui. Bah oui, sur le revenu. C'est pas les chiffres. Sur le revenu. Non, mais si, sur le revenu. Après, tu peux avoir. Non, mais... tu gardes la TVA, etc. Voilà. Ensuite, sur le fait qu'on ne doit pas taxer le capital du tout, c'est un autre débat. Effectivement, je viens de l'avoir, ce n'était pas l'enjeu premier de ce rapport, mais ensuite, j'en profite à dire pour dire qu'on peut faire exactement la même chose sur l'IS, puisque tu parlais de l'IS. Et on va sortir une note sur les entreprises qui est en fait exactement la même philosophie que le Libère, mais appliquée à l'entreprise. C'est-à-dire que sur les 120 milliards de subventions aux entreprises aujourd'hui, donc 160 niches et subventions directes, on propose d'en éliminer, je ne sais plus les montants, enfin des gens qui travaillent là-dessus, vous en éliminez 60 et vous baissez d'autant le niveau de l'IS. En fait, c'est la même logique finalement que celle du revenu universel, c'est-à-dire redonner aux gens l'usage de leur propre argent. Bon, l'assurance maladie explicitement, alors j'ai pas retrouvé le passage exact que je cherchais, enfin explicitement on l'a laissé à part, c'est-à-dire on a dit on ne traite pas, on ne se prononce pas dessus. Et enfin sur un quart qui paye, un demi à la moitié qui reçoit, etc. Mais c'est vrai, donc on a modélisé les effets qu'aurait l'introduction du Libère sur les 10 déciles de la population, autant qu'on pouvait. On se retrouve en effet à peu près avec ça, la moitié qui reçoit, un quart qui paye, un quart qui est un peu neutre. L'intérêt quand même, c'est qu'encore une fois, tout le monde paye, en fait. Tout le monde paye l'impôt, même si au final, certains reçoivent. Qu'on sait si on reçoit ou si on contribue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est un tel maquis que vous tirez tout ce que vous pouvez, puis vous plaignez quand même quand on vous prend beaucoup, mais vous ne savez pas très bien où vous vous situez, donc là, vous éliminez toute cette incertitude. Et surtout, le but du jeu, c'est que plus le niveau, comme on calcule la pauvreté réelle et pas la pauvreté relative, plus le niveau global de richesse augmente dans la société, ce qui est notre but à tous, plus la proportion de ceux qui contribuent par rapport à ceux qui reçoivent augmente. Et dans une société, dans une société extrêmement riche, eh bien, le Libère serait toujours à 150, disons, si le prix des choses a augmenté, enfin juste à l'inflation, mais vous n'auriez plus que 1% de la population qui le recevrait, 99% qui contribuerait avec un impôt qui diminuerait d'autant, mécaniquement. Puisque quand même un des avantages du système, je tiens à rappeler, c'est qu'étant donné que l'impôt est calculé mécaniquement, et vous calculez le niveau nécessaire pour adresser la pauvreté réelle, vous en déduisez le niveau de l'impôt, qui est lui automatique. Pour que le système soit à l'équilibre, il y a un double avantage, c'est que d'abord c'est complètement automatique, et que donc vous n'avez plus, une fois que vous avez décidé collectivement du niveau du Libère, vous n'avez plus le politique qui, tous les 2 mois, dit bah, toi je te rentre dans l'impôt, toi je te sors de l'impôt, et qui utilise cette espèce de corruption perpétuelle de la subvention et de la taxe en fonction des échéances électorales. Et effectivement, l'école des choix publics nous a bien montré le danger de tout ça. L'automaticité du système est quand même merveilleuse parce qu'elle permet l'équilibre budgétaire, pas de déficit dans ce système-là, et elle retire de l'arbitraire le pouvoir politique. Et pour conclure, tu disais, on a quand même d'autres choses à faire. Je pense que précisément, c'est
c'est pas un rêve ni une utopie, puisque ça ne va pas rendre tous les gens riches. Je pense que ça va alléger énormément de situations, que ça va simplifier considérablement la vie de ceux qui n'ont vraiment pas besoin d'être emmerdés par l'administration, en plus de leurs ennuis quotidiens. Je dis parfois aux chefs d'entreprise qui me regardent avec scepticisme quand j'expose le revenu universel, je leur dis, mais écoutez, c'est pareil que le CICE, c'est aussi emmerdant, le RSA, sauf qu'en plus, c'est des gens qui n'ont vraiment pas les moyens d'affronter l'administration. Et que quand même, c'est un projet de société, enfin, j'aime pas d'ailleurs beaucoup ce terme un peu constructiviste, mais disons, c'est un projet pour l'individu qui change drastiquement notre système, qui le simplifie, qui est très rationnel. On va parler de ça au président de la Commission des Finances, pas franchement un libéral, mais il ne peut que conclure que, effectivement, c'est mieux, de toute manière, que les montages actuels. Et, encore une fois, ça peut redonner quand même un peu de densité au débat public, y compris dans l'année qui vient, que de s'exprimer par rapport à cette idée qui, et c'est pas hasard, est une idée qui monte partout dans le monde, qui est poussée par des groupes très différents. À la conférence, il y avait des cathos, des gauchos, des libéraux, des technos, qui est à la fois promue par la Silicon Valley, par l'Église. D'autant plus que vous ne parlez pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose, mais je suis persuadé que si on se mettait avec tous ces gens-là, autour de la table avec les gens de Bercy, et qu'on nous laissait une semaine pour faire gérer la fumée blanche et trouver un bon dispositif, la réalité les rattraperait à un tel point qu'ils arriveraient à quelque chose de relativement similaire à ce qu'on défend. Et d'ailleurs, on en parle avec ATD Carmonde, j'étais ravi d'avoir co-signé une tribune avec ATD Carmonde. Et ATD Carmonde, les gens qui connaissent vraiment le problème ne sont pas du tout choqués par les montants qu'on propose. Ceux qui sont choqués par les montants et qui disent comment 450 € c'est trop faible, en fait, c'est les bobos qui ne connaissent pas le sujet. Les types d'ATD Carmonde comprennent à la fois l'intérêt et la nécessité d'un tel projet. Donc voilà, et c'est aussi, je pense, extrêmement important, mais ça, Alain, tu l'as fait toi-même beaucoup, mais c'est important pour nous aussi, de positionner les théories libérales, non pas seulement sur la vie des entreprises, mais aussi sur le domaine social. Oui, mais juste un mot, Gaspard, simplement, pour dire... Pour dire qu'il y a des tas de gens comme ça qui luttent contre la pauvreté et qui souhaitent avoir des systèmes simples. C'est la raison pour laquelle moi je parlais d'un impôt négatif à la française, le revenu familial, etc. On ne discute pas, on n'est pas si loin. Mais lorsque, dans ton document, tu dis le but ultime de l'IBER, c'est d'éradiquer la grande pauvreté, c'est une fausse promesse. Parce qu'il n'est pas ciblé sur la grande pauvreté. Et moi je pense que si je parle avec ATD Carmonde, on parlera plus facilement. Et je travaille avec beaucoup d'associations comme ça, sur Paris. On parle beaucoup facilement parce qu'on parle de réalité dans la lutte contre la pauvreté. Je dis que là, le LIBER n'est pas, son but c'est pas d'éradiquer, l'ultime n'est pas d'éradiquer la grande pauvreté, comme tu le dis. Il a un autre objectif qui est lié à une vision du travail, de transformation des droits, d'autonomie des personnes, etc., sur lesquels j'ai des différences. Mais et c'est cette vision, cette autre vision qui rassemble. Et ce qui les fait penser qu'on risque, les libéraux risquent de jouer les apprentis sorciers en mettant le doigt dans cet engrenage de revenu universel insignifiant. Bien, écoutez, merci, je crois qu'on a eu un très beau débat, on a déjà vu beaucoup de choses. On est allé assez en profondeur. Alors on se rapproche de l'heure. Normalement à 9h30 impérativement, donc s'il y a peut-être une, deux questions, trois maximum, mais il faut qu'elles soient vraiment courtes. C'est pas parce que vous êtes au premier rang. Non. Alors ma question elle va se faire sous forme de questionnement. Je suis très d'accord avec M. Madelin. Oui. Donc je suis très d'accord avec M. Madelin, que je suis depuis très très longtemps. Je suis aussi un libéral, et je crois que le problème dans tout l'établissement, on dira, de l'administration ou des hautes entreprises ou des très hauts gradés en diplôme des grandes écoles, il y a un oubli. Les gens ne veulent pas travailler. Quand on nous dit ça, moi ça me fait très rire. Que quelqu'un refuse un emploi à 3 000 € pour rester à l'assistanat de 450 €.
Je ne crois pas du tout à ça. Deuxièmement, quand on nous dit, oui, il y en a qui ne payent pas d'impôt. Oui, l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, on peut dire que c'est Kutchi. C'est pas ça qui finance l'État, c'est la TVA. Et la TVA, même le pauvre qui est dans la rue avec son litre de vin, il l'a payé, la TVA. Le pauvre, quand il paye son électricité, vous avez fait l'analyse d'une facture d'électricité? C'est 45% minimum de taxes. Taxes locales, taxes départementales, régionales, taxes sur l'acheminement, taxes sur la consommation, et puis plus la TVA à 20%. Donc voilà, on est surchargé d'impôts et de taxes. Moi, je crois que la meilleure des choses, et ça, c'est le questionnement que je vais faire aussi à M. Madin, c'est réduire l'administration au maximum et baisser toutes les charges, tous les impôts. Maintenant, à une flat tax à 23%, c'est aussi l'idée de M. Hervé Mariton que je connais très bien. Ok, mais à ce moment-là, la TVA, elle passe de 20% à 2% et à 0% sur tout l'alimentaire. D'accord. Il y avait quelqu'un dans le fond. Oui, monsieur. Alors, soyez aussi bref que possible. Alors, je vais tâcher d'être... Pardon. Je vais tâcher donc d'être très très bref. C'est très concret en fait sur mes questions. Il y a eu le cas de l'Angleterre qui a été évoqué sur le fait que les impôts ou les revenus universels pouvaient constituer un appel d'air. Il me semble qu'à terme, à partir du moment où on fait venir beaucoup de gens qui viennent pour bénéficier dans un premier lieu et qu'on perd des contributeurs, on arrive rapidement à faire tomber le système. C'est aussi la même question que le surfeur de Malibu, c'est-à-dire que le surfeur de Malibu qui va être sur sa plage à poster des photos sur Facebook va sûrement plus faire des mules que celui qui va travailler le matin et se casser les reins à l'usine. Donc rapidement, on en arrive dans des systèmes qui, me semble, ne tombent pas. Après, c'est vrai qu'il y a une croyance sur le fait qu'on préfère travailler à ne pas travailler parce qu'on a une certaine utilité, etc. Il y a d'autres moyens de se rendre utile, forcément, sans passer par le travail et donc être contributeur. Si je veux aller très vite, bon, il y a la question de l'efficience qui se pose. Au bout d'un moment, si on donne des allocations à des gens qu'on n'a pas forcément besoin, bon, déjà, l'allocation n'est pas forcément universelle, puisque ces gens vont financer avec leur impôt 36 ou 37 personnes au Libère, mais eux, finalement. C'est pareil que s'ils se finançaient tout seuls. Donc l'allocation n'est pas universelle, ils sont contributeurs. Il me semble qu'on fait baisser les salaires aussi, puisqu'il n'y a pas besoin de payer autant s'il y a une allocation universelle qui est allouée. Et il me semble aussi qu'on crée une inflation généralisée puisqu'il y a des... C'est finalement assez proche finalement de l'hélicoptère drop, donc on crée forcément de l'inflation. J'essaye d'être bref, hein, désolé, mais c'est plein de questions qui me viennent. Oui, d'accord. Alors, parmi les jeunes, là, il y a des réactions, oui, au fond, oui. Vous vous rapprochez. Bonsoir. Merci pour le débat. J'ai deux questions, je vais être très court. La première, c'est pourquoi est-ce que les enfants n'auraient que la moitié de 450 €? Là, c'est une différence de conditions. Vous dites que c'est inconditionnel, et pourquoi les enfants n'auraient que la moitié? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que en fait, ce revenu universel ne pourrait pas être basé sur du volontariat? Pourquoi c'est forcément quelque chose de coercitif? Ça, je suis d'accord avec vous. Gaspard? Alors, sur la première question, oula, j'ai fait tellement mal que j'arrive pas à me lire. Enfin, en tout cas, sur la différence entre l'impôt. C'était quoi votre toute première question? Sur les impôts, l'excès de charges revenira un peu à un libéralisme où on va éliminer un peu de l'administration, des taxes et des impôts. L'administration, mais d'ailleurs ce système permet d'éliminer l'administration puisque en fait vous mettez toutes les CAF au chômage immédiatement. Et donc ça, pas de problème avec ça. J'ai plein d'autres propositions aussi pour réduire l'administration. Ne vous inquiétez pas. Ensuite sur l'IR et la TVA, je hais la TVA, qui a évidemment été inventée par les fonctionnaires français, et je pense que l'impôt, on n'aurait jamais eu les niveaux d'imposition qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas eu la TVA, si les gens devaient payer véritablement à la fin de l'année ce qui équivaut à ce qu'ils payent en TVA, et qu'on ne peut accepter l'impôt démocratiquement et le voter que si on le voit, et que la TVA, en ce sens, est extrêmement pernicieuse. Alors ensuite, sur les autres questions, donc sur l'appel d'air, l'exemple du Royaume-Uni, d'ailleurs je voulais revenir là-dessus parce que Anna Madelin parlait de ce que Cameron avait dit par rapport précisément aux contributions des nouveaux immigrants. Enfin, ce que Cameron a dit est d'un populisme honteux, et vraiment il fait tourner le débat d'une manière caricaturale, qui ne correspond pas à la bonne opinion que j'avais de lui et de sa Big Society, dans la mesure où toutes les études qu'il connaît très bien
montre que les immigrants contribuent beaucoup plus au système qu'ils n'en bénéficient. Évidemment, quand vous êtes un Roumain et que vous venez en Angleterre, vous venez pour bosser. Moi, quand je prends le métro à 6h du mat à Londres, je n'ai que des Roumains autour de moi qui sont... En l'occurrence, c'était pas la question. Non, mais si, parce que ce que je veux dire, c'est est-ce que ça va... Donc, non, mais... En plus, c'est l'impôt négatif. Hein. C'est pas ton revenu universel qui est en cause, c'est l'impôt négatif qui est... Oui, qui est accordé, oui, accordé à tout le monde, qui pose des problèmes. Non, mais ça veut dire, ce qui fait qu'à terme, sauf s'il y a une tentative d'appel d'air, il y aura bien évidemment de la tentation de dire on le réserve aux citoyens nationaux. En l'occurrence, ce qu'on constate au Royaume-Uni, c'est que c'est plutôt ceux qui viennent qui seraient dans les contributeurs nets au système, et que donc vous avez plutôt besoin d'eux pour financer l'impôt négatif des petits blancs britanniques sur la côte qui eux, n'ont pas d'emploi, n'en trouvent pas ou ne veulent pas en faire. Je ne vais pas répondre à tout, enfin je ne sais pas, mais sur les enfants, sur la baisse des salaires et l'inflation, bon d'abord c'est légèrement contradictoire. C'est un autre sujet. Je pense encore une fois, comme je disais, ça redonne aussi du pouvoir, ça redonne du pouvoir de négociation des deux côtés à l'entreprise et aux salariés, que finalement ça recrée un équilibre. Enfin, sur les enfants, bah, bon, ça on l'a modélisé, et après on peut discuter. D'abord, un enfant c'est plus petit, donc ça consomme moins de nourriture. Non, mais il y a un peu de vérité, c'est-à-dire qu'on essaye de faire subvenir un organisme dans ses flux quotidiens. Donc, mon enfant est au sein d'une famille, les vêtements coûtent moins cher pour les enfants, donc on viendrait, j'ai des enfants, donc quand même tout coûte moins cher. Et donc, l'avantage, c'est que c'est forfaitaire, c'est-à-dire c'est par enfant. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est pas par enfant, ça dépend du degré de l'enfant dans la fratrie, ça dépend du revenu du ménage, ça dépend de toutes sortes de choses qui ne devraient jamais être prises en compte, parce que justement, elles reflètent une politique familiale nataliste que je condamne complètement, et je suis persuadé que si la France a un taux de fertilité important, ce n'est absolument pas dû à la politique familiale. Il y a d'ailleurs certaines études qui le montrent, et que même si c'était dû à la politique familiale, l'État n'a pas à intervenir dans le choix privé des gens sur leurs enfants, y compris si ça contribue au bien collectif. Voilà. À toi le dernier mot. Non, moi j'ai pas de dernier mot, j'ai obligation, ça, juste il y a remercier Gaspard, effectivement, d'avoir prêté à cette dispute. Il y a des points qui nous rapprochent. Je suis absolument persuadé que nous pourrions construire ensemble un système d'impôt négatif à la française. Je ne suis pas certain que nous puissions construire ensemble un revenu universel. Le reste, je laisse de côté les disputes sur les modalités, les impositions. À la limite, ça s'arrange. La vraie divergence, elle porte au fond sur l'inconditionnalité, dont tu fais un élément important lié à l'autonomie des personnes, et dont moi, peut-être à l'ancienne, je reste fidèle à une vision philosophie libérale qui veut limiter la coercition de l'État et qui, en l'occurrence, ne me sent aucun devoir moral, pour reprendre mon expression un peu polémique tout à l'heure, à verser la pension alimentaire du surfeur de Valise. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci. Allô, Casia ? Oui, juste une dernière question pour M. Koenig. Merci beaucoup pour votre intervention. Ma question, c'était plus un point une demande d'information. J'ai lu un article de Denis Clerc qui évoquait qu'il y avait une différence de chiffres qui avait été trouvée sur la masse de revenus que représentaient les 10% de revenus les plus élevés, qui étaient quasiment 2 fois supérieurs. C'était, je crois, 250 milliards au lieu de 130 milliards. Est-ce que vous avez des... Et donc, du coup, ça influe énormément sur le montant de la flat tax et sur le financement. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires? Oui, je vois que c'est bien le sujet. On a répondu à Denis Clerc sur son article sur le plan juste des faits, en estimant qu'il avait raté quelque chose dans ses calculs. Je peux vous redonner notre réponse à Denis Clerc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais ce que ça montre aussi, c'est que nous avons à ce stade, nous avons fait le maximum de ce que la société civile peut produire comme rapport modélisé, chiffré, et maintenant l'administration est mal utilisée, mais elle est bonne en France. Elle a des chiffres que nous n'avons pas, les données fiscales notamment, auxquelles nous n'avons pas accès, et maintenant pour que ce projet avance, il faut que ce soit l'administration qui travaille. Et on y était presque, puisque l'amendement qui demandait un rapport a été rejeté à une voix près. On ne désespère pas de
de faire parler un certain ministre, qui d'ailleurs est jeune et a ma sympathie, pour qu'il demande lui-même le rapport. Voilà. C'est une bonne perspective, enfin, une bonne approche. Bien, eh bien écoutez, merci à tous, merci à nos deux conférenciers. Je crois que vraiment on a eu un très riche débat. On est allé beaucoup plus loin que je n'aurais pensé qu'on allait, c'est parfait. Merci. Alors je vous signale que cette conférence a été enregistrée en vidéo et qu'elle sera mise dans quelques jours sur le site de Turgot, c'est-à-dire turgot.org. Vous allez sur turgot.org, il faut attendre quand même quelques jours parce qu'il faut que je fasse le traitement et je suis à la campagne, c'est pas là où j'ai le test de traitement les plus rapides. Voilà, merci.